Nous allons entamer notre nouvelle session de discussion autour de la lecture du Capital. C'est un chapitre qui est un peu décoiffant, si j'ose dire, qui concerne le processus de l'échange et qui a donc au centre la question de la monnaie. Puisque dans le chapitre 3, on traitera effectivement de la question la monnaie ou la circulation des marchandises. Sur le marché, on vend une marchandise avant de la consommer. Et on achète une marchandise avant de la consommer. Ça me semble évident. Ce que tu as décrit, c'est un phénomène naturel. On ne peut pas imaginer qu'on consomme la marchandise avant d'avoir réalisé sa valeur. Parce que sinon, le vendeur, il ne s'y retrouve pas. D'accord ? Ça va, vous... Je crois que c'est effectivement c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que la marchandise, elle arrive toujours sur le marché, elle est échangée, donc elle réalise sa valeur avant d'être consommée. Sinon, c'est soit du vol, soit ça peut être un crédit. C'est plus ou moins abordé dans le chapitre suivant, dans le chapitre 3. C'est le fait que la marchandise est prise par l'acheteur, mais celui-ci ne la paiera que 90 jours plus tard. C'est un crédit. Et aujourd'hui, avec le développement du crédit à la consommation, on a le même phénomène, mais à l'échelle, disons, de la consommation individuelle. C'est-à-dire que vous allez à la FNAC, vous achetez un ordinateur et vous ne le payez pas tout de suite, vous le payez sur un an, vous le payez en 3 fois, etc. Ça peut être immédiat aussi, par exemple, quand on va au restaurant. On est servi, on consomme la marchandise et ensuite on paye. Mais c'est un crédit qui... oui, mais à la limite, au restaurant, ça n'a pas une très très grande importance. Ça n'a une importance que lorsque le consommateur ne paye pas. Mais sinon, ça n'a pas une grosse importance. En fait, le restaurateur nous fait un clin d'œil, c'est-à-dire que pour qu'on soit content, il nous fait manger d'abord et on paye après. Mais c'est instantané, en fait. Ça revient au même, étant donné que dans l'espace et dans le temps, ça ne bouge pas, etc. Mais n'empêche que c'est vrai que si le consommateur dit « Bah écoutez, j'ai pas d'argent, bah vous payez », c'est le restaurateur qui en est pour ses frais. C'est le seul cas, je crois, où il y a effectivement un petit problème. Mais sinon, on peut dire que l'échange se fait immédiatement, quoi. Voilà. Vas-y. Sur ce chapitre 2, qui est relativement court, moi je l'ai relativement bien compris, mais j'espère avoir compris que c'est un peu l'idée de pouvoir donner la définition de la naissance de la monnaie comme résultat de ce processus d'échange. Et en fait, page 87, la monnaie est le cristal que produit nécessairement le processus d'échange dans lequel divers produits du travail sont posés comme effectivement identiques entre eux et donc effectivement transformés en marchandises. Je me suis dit que c'était un peu la phrase clé de ce chapitre pour qu'on puisse ensuite comprendre comment, dans le cadre de la circulation, enfin, des valeurs et de la circulation des marchandises, la monnaie jouait un rôle social particulier. Il y a un mot qui m'avait un peu interloqué au début, c'est le mot aliéné ou aliénation, parce qu'effectivement quand on pense aliénation, on pense aliénation liée à l'exploitation, puis en fait là c'est simplement céder. Quand il dit il aliène sa propre marchandise, le possesseur de marchandise, il la cède. Elle n'est plus à lui. Aliéné, ça veut dire qu'il n'est plus à soi. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le même mot dans la traduction, alors qu'en allemand, le mot pour aliéner la marchandise
Et l'aliénation du travailleur, là, c'est pas le même mot. Parce que l'aliénation de la marchandise en allemand, c'est Veräußerung, c'est-à-dire j'extériorise, je mets à l'extérieur de moi. Tandis que l'aliénation du travailleur, qu'on retrouve plus loin, c'est Entfremdung, c'est-à-dire je deviens étranger à moi-même. Je cesse de m'appartenir à moi-même. Quand je suis un travailleur exploité et aliéné. Donc là, il a fait le choix de prendre le même mot. Et ça mais c'est... Oui, parce que, fais attention, parce que quand on parle d'aliénation, dans la formulation marxiste mûre, pour reprendre, sans en partager complètement, mais la chronologie d'Althusser, quand on parle d'aliénation, il s'agit bel et bien du fait qu'il abandonne la propriété qu'il a sur sa force de travail. Donc c'est le même phénomène que celui quand la marchandise, on s'en sépare. Elle n'appartient plus à celui qui l'avait amené au marché. Hein? Donc là-dessus, voilà. Maintenant, cela dit, oui, c'est vrai qu'il y a une petite différence parce que c'est le caractère particulier de cette marchandise qui est la force de travail, où en fait, ce qu'il vend, c'est pas tant la force de travail que la quantité de force de travail dont le patron va pouvoir exploiter au maximum la capacité à créer de la valeur. On est d'accord, hein? Moi, ce que je pense aussi, ce qui est important ici, c'est que il me semble que Marx met en avant le fait que l'ensemble des rapports de droit ou de volonté sont en fait l'expression des lois du marché. C'est contre les illusions qui régnaient dans le mouvement ouvrier à ce moment-là, notamment chez les partisans de Proudhon. Il faut voir qu'au moment où Marx écrit Le Capital, il est confronté au proudhonisme. Hein. Donc c'est pour ça que régulièrement on a des références. Il est confronté au proudhonisme parce que chez les Français en particulier, c'est le proudhonisme qui domine. Un petit élément d'histoire, la délégation française conduite par Tolin au congrès de création de la première internationale, si je me rappelle bien, est payée intégralement par le gouvernement napoléonien. Donc ils vont au congrès de la première internationale et en fait ils sont subventionnés par Napoléon III. Donc vous comprenez bien que ça va peser sur l'international. Et donc l'objectif de Marx, qui tout au long de sa vie a été le contraire de ceux qui pensent que la politique de la chaise vide règle les problèmes et qu'on ne discute pas avec les gens qui ne sont pas 20 sur 20 d'accord avec la position révolutionnaire, la position de Marx, c'est qu'il y a derrière eux des travailleurs, que ces travailleurs sont honnêtes et qu'il faut polémiquer, il faut se battre pour essayer de faire reculer l'idéologie proudhonienne, etc. Et je pense qu'ici, on est justement au cœur des polémiques de l'époque. Et donc, c'est important, et c'est d'autant plus important que cette idée qu'on peut changer la société uniquement en changeant les rapports juridiques, elle continue d'exister. Je vais prendre un cas qui est effectivement polémique. Hein. Quand Mélenchon propose de modifier la Constitution avec la 6e République et que ça va régler nos problèmes sans s'attaquer à la base du pouvoir, c'est-à-dire la propriété des moyens de production et d'échange, le caractère réel de ce qu'est l'appareil d'État et non pas sa forme juridique qui peut se décliner d'une manière ou d'une autre en fonction des rapports de force, etc. Mais sur le fond, sur la structure de l'appareil d'État, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est que de diffuser l'illusion que
en changeant la Constitution, les choses vont aller mieux. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, dans notre propre histoire, nous avons été, quand je dis nous, c'est les communistes, hein, c'est pas vous pris chacun individuellement. Mais en tant que communiste, on a été aussi victime de cette illusion, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Par exemple, le PCF, dans les années post-58, mais on peut comprendre pourquoi. C'est pas fatal, c'est pas un crime. Le PCF contre la dictature, avec des guillemets, pour tempérer et puis pour faire la distinction avec la dictature de classe. La dictature gaulliste, dans le sens où c'est un régime personnel, présidentiel, pas démocratique, etc. Il va avancer l'idée qu'il faut des réformes institutionnelles. Et si on pousse bien, finalement, on pourrait presque dire que tout au long de la période 1960 jusqu'en 1976, l'idée qui existe, c'est qu'avec de bonnes lois, un bon gouvernement, comme disait Fitterman en 1980, les choses vont s'arranger, alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si on ne s'attaque pas à la base de domination économique, si on ne s'attaque pas à la superstructure qui représente cette base économique, en fait, on ne fait que gérer les affaires du capital. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose, c'est que... Alors, voilà. Vous allez voir que c'est important au niveau du raisonnement. Il dit que le possesseur de la marchandise, quand il arrive sur le marché, il se distingue de la marchandise par un regard différent. Quand le possesseur de la marchandise arrive sur le marché, et c'est obligatoire, puisque, comme le dit Marx, la marchandise, elle n'y va pas toute seule, elle n'a pas de patte. Il amène une marchandise valeur, pour aller vite, hein, c'est, quand il vient avec ses marchandises, c'est une marchandise valeur qui vient. Mais cette marchandise valeur, elle va être recherchée par d'autres acheteurs, et lui, il est venu pour acheter ce dont il a besoin. Donc lui, il est venu acheter des valeurs d'usage, d'accord ? Il vient et il vend des valeurs d'usage, mais la marchandise comme telle, elle vient pour s'échanger contre toutes les marchandises qui sont en circulation, qui se présentent face à elle. C'est la fameuse expression elle ne voit dans les autres marchandises que la forme phénoménale de sa propre valeur. C'est-à-dire la marchandise poterie, mettons 3 drachmes, je vais parler exprès dans une monnaie de l'Antiquité, 3 drachmes. Quand elle arrive sur le marché, le vendeur, ce qu'il vise, c'est à acheter des marchandises alors, de la même valeur que celle qu'il a amenée, pour satisfaire ses besoins, ce qui nous ramène à ce qu'il disait au début, hein, sur le fait qu'il n'y a des marchandises que s'il y a utilité. Alors vous allez bien, alors, ouais, mais il vient avec ses marchandises, il les pose, et comme ça va se faire tout seul, tout le monde a besoin de poterie. Bah, a priori, c'est ça la caractéristique du marché. A priori, il a fabriqué des objets qui, pour être marchandises, doivent être utiles à la société, aux autres. Elle doit avoir une fonction sociale. Mais, et là, j'anticipe sur les chapitres qui vont suivre, mais là, il y a un truc, c'est que si sa marchandise ne se vend pas, elle n'a pas d'utilité sociale. Donc, vous pouvez casser les poteries. Elles ne servent à rien. À la limite, il va pouvoir garder 1 ou 2 poteries parce qu'il en aura peut-être besoin chez lui, mais toutes les autres, il peut les mettre à la poubelle. Elles n'ont plus d'utilité, entre guillemets, sociale. C'est-à-dire qu'elles peuvent répondre à un besoin personnel, mais sur le marché, il y a saturation. Il n'y a plus besoin de poterie. Est-ce que tout le monde comprend ça ?
Hein? Troc, là, alors, on est dans le troc. On n'est pas dans le troc. On n'est pas dans le troc parce que on n'est pas dans le troc et on y est quand même un peu. On est là dans les premières manifestations du marché. Hein. Et donc, s'il vient de temps en temps ou par hasard, effectivement, c'est du troc. Parce qu'il va échanger des marchandises contre des marchandises. Mais là, la loi de la valeur, elle ne joue qu'à la marge. C'est surtout le besoin qui détermine les choses. Comme dans une brocante. Un peu comme dans une brocante, ouais, c'est ça. Mais par contre, si les rapports sont réguliers, deviennent réguliers, et c'est déjà le cas dans l'Antiquité, hein, avec les Grecs, quand ça devient régulier, il y a un moment donné où, comme il y a besoin d'échange de marchandises des uns et des autres, il y a besoin qu'une marchandise reflète la valeur abstraite, c'est-à-dire un quantum de valeur qui est socialement défini, le temps de travail socialement nécessaire, et donc il y a cet intermédiaire, qui est la monnaie, en fait, hein, qui va se développer, qui est la monnaie, fait qu'il n'y a plus de troc. Il échange sa marchandise contre la monnaie, la marchandise monnaie, et cette marchandise monnaie, quand il la possède, il va acheter les marchandises dont il a besoin. Et cette marchandise monnaie, elle va jouer un rôle spécial parce qu'elle, elle ne se consomme pas. Elle ne se consomme pas, pardon. Elle ne se consomme pas. Elle ne se consomme pas si ce n'est au moment où se fait l'échange. Mais sinon, une fois que le type il s'en est débarrassé, l'autre, il l'utilise pour acheter lui-même ses propres marchandises. Donc, de ce point de vue, la monnaie a une caractéristique particulière, c'est qu'elle rentre sur le marché pour l'achat et la vente, elle se retire du marché quand l'achat et la vente sont terminés. Là, elle devient thésaurisation, tant qu'elle ne retourne pas sur le marché pour satisfaire le besoin d'un achat. Ça, c'est déjà l'étape suivante. C'est déjà l'étape suivante. Mais on est déjà dedans, là, dans ce qu'il explique. Hein. Et Elle se consomme. Parce qu'au moment où on a tous les cancers, on a consommé l'argent. voilà. Mais cela dit, on l'a consommé. Enfin, celui qui l'a consommé, finalement, c'est celui qui a acheté. Il a autre chose à la place. Mais le vendeur, lui, il a récupéré la monnaie. Donc ça, c'est un truc qui, effectivement, va être expliqué dans le chapitre 3. C'est le truc. Ce que dit Marx, c'est que la marchandise, elle s'échangerait bien contre n'importe laquelle des marchandises sur le marché. Le possesseur, lui, va appréhender la marchandise à acquérir avec ses 5 sens, en fonction de sa valeur d'usage. Sa propre marchandise, pour lui, n'est plus valeur d'usage, raison pour laquelle il l'amène au marché. Elle a une valeur d'usage pour d'autres. Sa seule valeur d'usage immédiate, c'est d'être porteuse de valeur d'échange. C'est-à-dire que sa valeur d'usage pour le vendeur, au moment où il vend, eh ben, c'est sa valeur d'échange, c'est sa valeur sociale. C'est un moyen d'échange. Toutes les marchandises, dit Marx, page 86, sont des non-valeurs d'usage pour leurs propriétaires et en même temps des valeurs d'usage pour leurs non-possesseurs. Donc ça, vous voyez, ça c'est justement la démarche dialectique. Alors, si tu comprends bien ça, le chapitre 3 ne devrait pas te poser de problème. Non mais c'est pour relativiser la difficulté après. Les marchandises, elles doivent pouvoir s'avérer être des valeurs d'usage avant de se réaliser comme valeur. On est d'accord ? Que les gens aient besoin. Il faut que les gens aient besoin. Donc ça, c'est la première chose. Et justement, si les gens n'ont pas besoin, elle ne sera jamais valeur d'échange. Elle n'aura pas sa valeur réalisée. Et le travail humain contenu en elle ne compte que s'il est utile pour les autres. S'il n'est pas utile pour les autres, il n'y a pas de fabrication de marchandises. C'est l'échange qui démontre que ce travail est utile pour d'autres et que le produit satisfait les besoins d'autrui. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est pour que vous réfléchissiez, pour les membres de notre parti, y compris par rapport au prochain congrès,
mais il faudra qu'on donne des réponses très vite. Il faut tordre le cou aux théories de Friot sur le travail. Parce que, vous savez que Friot, Bernard Friot, développe cette idée qu'il faudrait un salaire à vie, que d'autre part, tout travail est créateur de valeur, qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça, alors peut-être je caricature un peu, mais sur le fond, je pense que j'ai raison. En fait, tout travail est égal à lui-même. Donc, la femme qui est à la maison et qui s'occupe du ménage, etc., etc., c'est la même chose que si elle travaillait comme ingénieur dans l'industrie pharmaceutique. Je prends exprès un endroit où les salaires sont très hauts, dans l'industrie pharmaceutique, parce que de toute façon, tout le monde crée de la valeur, donc le salaire à vie se justifie. À partir de l'âge de 18 ans, ou juste à la sortie des études, 23 ans, 24 ans, eh ben, tout le monde reçoit un salaire. Parce que tout le monde a des activités qui sont plus ou moins utiles. Et puis, par exemple, il y en a qui vont s'investir dans une association parce que pendant une période, ils n'ont pas de boulot, ils vont s'investir dans une association, tout ça. Mais ça, tout ça, c'est à l'opposé complet de la théorie marxiste. Pour Marx, quand Marx parle de travail, il parle de travail social. Il parle de quelqu'un qui crée des marchandises, de quelqu'un qui vend sa force de travail, parce que sinon, il n'y a plus de vente de la force de travail. Il n'y a donc plus d'exploitation. Oui, mais la femme qui garde des enfants, si les enfants ne sont pas gardés par une dame ou un monsieur, pourquoi pas, elle ne peut pas aller bosser. Alors il y a, là, dans un cas comme ça. Mais dans la société capitaliste, ça peut être un élément de gestion de la force de travail de réserve. Aujourd'hui, j'ai appris il y a 48 heures, là, en écoutant France Culture, qu'en Allemagne, il y a plus de femmes qui travaillent qu'en France. C'est récent. Il y a plus de femmes qui travaillent. Ouais. Sauf qu'elles ont que du travail précaire et du travail à mi-temps, etc. Mais, et pourquoi? Dans un pays où tout est fait pour que la femme ne travaille pas. Il y a les crèches très, très peu développées, les cantines scolaires, elles n'existent pas. La journée à l'école, ça se termine à 14 heures, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le capital, il a besoin de main-d'œuvre. Or, la crise démographique en Allemagne fait que la force de travail ne se reproduit pas, ou pas suffisamment, disons. Et donc, ils ont trouvé, avec le travail partiel et la précarisation, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que les femmes rentrent sur le marché du travail, c'est-à-dire elles vendent leur force de travail, etc., mais en même temps, en ménageant les choses pour qu'elles continuent de prendre en charge les enfants, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, on s'aperçoit... Alors, il y a les luttes, hein. On a toujours... Enfin, il faut faire attention parce qu'on pourrait, d'une manière abstraite, dire que c'est un phénomène que les capitalistes règlent directement. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les luttes. Et dans les luttes, dans les années 60, il y a eu les luttes pour les crèches. Ça a été très fort. Et les crèches qui ont été obtenues, c'est le résultat de ces luttes. Mais en même temps, c'est le caractère pervers du capital. En même temps, le capital, il a laissé faire. Quand je dis il a laissé faire, il a résisté au maximum. Mais il a laissé se mettre en place les crèches. Pourtant, il avait pris des mesures. Hein. Dès 1945, c'est la démocratie chrétienne qui s'empare de tout ce qui est des rapports à l'enfant. L'enfant de bas âge. Justement, contre les crèches, contre les écoles maternelles, etc., etc. Mais dans les années 60, le besoin de main-d'œuvre fait qu'on pousse, c'est la fin.
Les années 60, c'est la fin de l'exode rural, hein. Donc c'est pour ça. Et puis les migrations n'ont pas encore les caractères qu'elles prendront plus tard. Et donc il y a besoin de renouveler, de compléter la force de travail en circulation, et donc les femmes, et donc les crèches, elles vont s'imposer. Et vous remarquez un truc, parce que moi ça me frappe, y compris dans le discours féministe tel qu'on l'entend. Alors il est vrai aussi que les femmes qui prennent la parole sur les radios, à la télévision, elles ont généralement de quoi se payer une nurse, donc ça leur pose moins de problèmes. Mais moi ce qui m'étonne, ce qui m'effraie même, c'est que personne ne met au centre de la question de la libération de la femme, la question du développement des crèches. Parce que, à partir du moment où vous entrez dans cette idée que c'est la famille qui doit s'occuper des enfants, et non pas, ce qui ne veut pas dire que la famille ne doit pas s'occuper des enfants, on est bien d'accord, hein, mais qui doit prendre en charge toute l'éducation des enfants, bah ça veut dire que c'est soit l'homme, soit la femme qui sacrifie son rapport à l'ensemble de la société. Alors vous allez me dire, on partage. Ouais, et ben, une moitié plus une moitié, ça fait 1, alors qu'on ne pourrait avoir 1 plus 1, ça fait 2. D'accord ? Donc, voilà, moi je crois que autour de cette question du travail, eh ben, il y a un tas de choses sur lesquelles il faut réfléchir, approfondir, pour pouvoir donner une réponse, notamment aux idéologies petites bourgeoises. Les femmes qui travaillent dans des crèches, elles vendent leur force de travail. Alors, en plus, c'est un secteur, hein, c'est pas le secteur de production de valeur. Hein. C'est un secteur de service, là, au sens marxiste du terme. Hein. Mais faisons entrer les choses. On a des femmes qui vendent leur force de travail, en échange de quoi elles s'occupent des enfants. Donc, elles participent de la formation de la force de travail à venir. Elles ont donc un statut qui est un peu celui des médecins, des instituteurs, des profs, etc., etc. Mais en quoi, en soi, c'est un problème que ce soit féminin. Ça ne veut pas dire qu'il y a du travail féminin. Ça n'empêche pas les hommes d'y aller. Mais la question est, c'est si les hommes ne veulent pas y aller, et si les femmes veulent faire ce métier, en quoi ça nous importe ? Est-ce que on considère, parce qu'il y a quand même ça derrière, hein, que le travail qui consiste à s'occuper des enfants en crèche, c'est un travail dévalorisant? Non, c'est pas un travail qui est suffisamment valorisé, c'est pas la même chose. Et par conséquent, il faut poser le problème à un autre niveau. Alors, je ne vais pas être prétentieux, mais je vais le poser au niveau où moi je pense qu'il faut le poser. Eh bien, c'est que la véritable revendication qui soit unifiante et qui réponde à cette question de la féminisation outrancière de certaines professions, eh bien, c'est le fait qu'il y ait là, effectivement, une obligation de parité. Autant en politique, je suis persuadé que la parité, c'est une arme contre la classe ouvrière, la condition féminine, et donc aussi la condition masculine, autant dans un certain nombre de professions, notamment celles qui ont un rapport avec les enfants, je pense que la parité est nécessaire. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'idée qui est avancée aujourd'hui, avec toutes les campagnes, notamment LGBT, pour aller vite, hein, eh ben, un enfant, ça se fait avec un homme et une femme, et que l'image qu'il doit avoir dans l'éducation, c'est que la société, elle est composée et d'hommes et de femmes, à égalité de travail, à égalité sociale, etc. Dans la société, pas forcément dans la famille. Dans la société. Et du coup, dans la famille, les choses se poseront autrement. Mais la fiche qui est ici, elle est significative. Il faut socialiser toute une partie du travail qui aujourd'hui est effectué
individuellement dans chaque famille. Parce que c'est comme ça que l'on tirera la masse des femmes de l'abrutissement du foyer. Et c'est comme ça qu'on empêchera que, au nom de la promotion féminine, on envoie les hommes à l'abrutissement du foyer. Parce que je pense que la grande question, c'est qu'il faut ouvrir les fenêtres. Et on ne peut pas avoir comme vision le fait j'élève mes enfants, etc., etc. Non, il faut une activité sociale. Et c'est, entre parenthèses d'ailleurs, y compris meilleur pour les enfants, quoi qu'on dise. Donc voilà, moi c'est, si vous voulez, à partir de là, dans ce que j'ai dit, il y a sûrement des choses discutables et qu'il faut discuter. Mais je pense que sur cette question du travail, il faut être très clair et je ne pense pas que ce soit quelque chose de très progressiste, le fait qu'on pousse aujourd'hui les jeunes parents, les jeunes pères, à prendre le congé de 3 ans. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que ce soit les femmes qui les prennent. Ça veut dire qu'il faut des crèches. C'est ça la question de fond. Il faut des crèches. Et pour ce qui est du reste, il faut éviter que le père et la mère ne s'enferment dans une relation avec son propre enfant, etc. Parce que c'est pas bon. Je veux bien, il y a la télé, il y a la presse qui monte en épingle un certain nombre d'affaires. Enfin, quand même, des enfants agressés dans la rue ou agressés dans le métro, ça représente quoi? Agressés dans la rue ou dans le métro? Agressés, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça représente quoi dans une population de 66 millions d'habitants dans un pays comme la France? Rien du tout. Je dis bien rien du tout. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels. Mais c'est justement leur exceptionnalité qui fait qu'ils sont utilisés par une presse à vide de sensations pour faire croire que c'est la réalité de tout le monde. Et moi, je suis effaré. Je suis d'autant plus effaré que moi, depuis l'âge de 7 ans, l'âge de 7 ans, je voyageais tout seul en métro entre Montreuil et Antony. C'est une heure, à l'époque, c'était 1h30 de transport. J'étais tout seul pratique le soir. Je ramenais ma soeur de l'école. Elle avait 4 ans, j'en avais 9, etc., etc. Et quand je vois aujourd'hui que les gosses, à 13 ans, ils n'ont jamais pris le métro tout seuls. Ils ne sont jamais allés tout seuls à l'école, pour certains. Et on voit que dans les collèges, on voit des parents qui, si on leur permettait de rentrer avec la voiture jusque dans la salle de classe, ils viendraient avec la voiture jusqu'à la salle de classe. Et donc, quelque part, on renferme les gens sur eux, et ça, paradoxalement, vous voyez, le capitalisme, il a été libérateur, et aujourd'hui, il est à l'opposé de la libération. Un petit truc, j'entendais sur la radio que les agressions se faisaient dans le cercle familial. En plus, ou chez un voisin, on l'a vu dernièrement. Ouais, ouais. Mais pas dans la rue. Oui, oui, non, mais en plus de tout, il y a ça. C'est-à-dire, moi, je ne rentrais même pas dans cet aspect-là. Mais c'est vraiment le fait qu'il faut se battre contre cette idée que... bon, je vais vous en donner un, mais là, c'est exprès, c'est pas provocateur. C'est comme cette idée que le fait qu'il y ait des femmes flics, c'est quelque chose de positif. Que c'est quelque chose De positif. Des femmes flics, des femmes gendarmes, des femmes militaires, etc. Mais je ne vois pas pourquoi des métiers de cons, il faut qu'ils soient partagés avec les femmes. Enfin, je le dis exprès de cette façon. Je sais très bien qu'il est important que toutes les activités sociales soient effectuées par des femmes. Et qu'en régime socialiste, le premier pays... Alors, il faut quand même aussi relativiser. Il y avait un bataillon féminin dans l'armée tsariste. Mais le premier pays qui a promu des cadres féminins dans l'armée, c'est l'Union soviétique. Mais c'était juste. Il y en avait très peu dans la police, d'ailleurs, hein, en comparaison. Mais c'était juste. Et je pense que c'est juste. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut retourner, etc. Mais il faut faire attention. En régime capitaliste, on est en régime capitaliste.
en régime capitaliste, quand les femmes entrent dans l'armée et dans la police, c'est pas un progrès de la condition féminine, ou alors le pays où il y a le progrès de la place de la femme dans la société le plus grand, c'est l'État d'Israël. Ben, ça se saurait, hein, parce que tout le monde vous dit que justement en Israël, les femmes, elles ne sont pas particulièrement considérées à égalité avec les hommes. Donc par conséquent, on ne peut pas extraire certaines questions, des questions de classe, et des questions surtout du caractère de classe de l'appareil d'État dans lequel se posent les choses. Mais voilà, on revient au travail. Ce que fait Friot, c'est qu'il rentre dans cette idée du le commun. C'est les grandes idées à la mode, là. Le commun, le gratuit, etc. Parce que, vous savez, dans la polémique politique, c'est pas faux d'employer ces arguments. Il ne faut pas en être prisonnier et tomber dans le piège. C'est le fameux argument du fait qu'il faut que la culture, par exemple, ne soit pas marchandisée. Il faut que la création artistique échappe à l'emprise du marché. C'est des conneries, tout ça. À quel moment dans la société capitaliste, la production artistique, les arts, etc., ont été en dehors du marché? Je ne connais pas. Qu'est-ce qui, dans la société capitaliste, à notre époque, peut être en dehors du marché? Alors, il y a la possibilité, mais ça, c'est les contradictions même du capitalisme, qu'une partie de ces besoins soit de fait socialisée. Mais ça, c'est ce qu'explique Lénine dans l'impérialisme statut suprême du capitalisme. C'est qu'avec l'impérialisme, on est dans l'antichambre du socialisme. Parce qu'il y a un tas de contradictions qui font que la socialisation, elle s'impose. Et si je me souviens bien, Lénine cite un théoricien bourgeois allemand qui dit, en fait, on est à la veille de la réalisation de l'expropriation. Parce que les choses sont devenues tellement sociales qu'il suffit de peu de choses pour que... etc. Le peu de choses étant quand même la révolution. Mais bon, il suffit de peu de choses, du point de vue juridique, comme ça, pour que les choses se réalisent. Donc, effectivement, vu comme ça, ça nous permet de comprendre que il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui ne fonctionnent pas tout à fait normalement dans une société marchande. Ça, c'est le résultat des luttes. C'est pour une part les services publics. Mais en même temps, ne nous illusionnons pas. Une partie est socialisée, mais ça reste quand même toujours des marchandises. Je rappelle quand même que le cinéma, c'est une industrie qui rapporte aux États-Unis des milliards de dollars. Je vous donne comme ça pour la réflexion. Lorsqu'il y a les accords Bloom-Burns de 1947 sur les échanges entre la France et les États-Unis dans ce qui va devenir après le plan Marshall, il y a cette fameuse clause sur le cinéma que vous connaissez, je suppose, qui faisait que 80%, je crois, des films qui passaient sur les écrans français devaient être américains. Je ne sais plus si c'est 60 ou 80. C'est peut-être 60. Alors, effectivement, hein, ça vous brise le cinéma français, dans un premier temps. Ça vous brise le cinéma français. Ensuite, c'est la propagande de l'American Way of Life. Tous les films américains de cette époque qui sortent, n'oubliez pas, on sort de la guerre, les gens ils ont faim, etc. Les mecs là, ils fument des blondes, ils ont des voitures, les femmes ont dans leur cuisine des engins multiples et variés comme robots, etc., etc. Et donc, c'est vrai que toute une partie de l'opposition à cela a mis en avant ça. Mais quand vous regardez dans la réalité, c'est pas ça qui intéresse les monopoles américains. Oui, l'occasion, l'air bottante, pourquoi pas, c'est pas plus mal. Mais c'est pas ça qui motive la volonté des Américains de placer le truc. C'est l'argent. C'est le fait qu'ils ont une crainte, c'est qu'on retourne à la situation de 1930, 31-32, et que l'industrie du cinéma américain ne trouve pas un marché pour vendre ses propres productions. Et c'est la concurrence.
Et ils sont dans une position de force où ils imposent dans la concurrence des quotas qui leur sont favorables. Exactement comme les nazis l'ont fait en 1940 à propos des quotas dans l'industrie chimique ou dans les assurances. Je renvoie au livre d'Annie Lacroix-Ris sur banquier industriel, etc., etc. C'est exactement la même démarche, même si il y a les aspects idéologiques. On ne peut pas nier, ils existent. Donc voilà, je crois que vraiment, si vous voulez, ces questions-là, elles doivent nous faire réfléchir. Ce que dit Marx aussi, c'est que les lois qui dérivent de la nature des marchandises s'actionnent dans l'instinct naturel des possesseurs de marchandises. C'est-à-dire que, en fait, inconsciemment, c'est ce que l'instinct naturel, inconsciemment, le possesseur de marchandises, il sait comment se situer sur le marché. Je vais prendre un exemple plus bête, qui est vraiment en deçà de la réflexion de Marx à ce niveau-là, mais ça viendra à l'idée de personne de vendre des paires de chaussures avec que des pieds droits. Instinctivement, le plus crétin des producteurs de chaussures, il sait qu'il faut qu'il y ait un pied gauche et un pied droit. Bon, je prends exprès cet exemple pour montrer, si vous voulez, ce que ça signifie. De la même façon, les types savent très bien que si, quand ils sont dans le textile par exemple, dans le vêtement, que si vos collections ne sont pas prêtes au mois d'avril pour le mois de juillet, vous pouvez toujours aller vous rhabiller. Ça se dit dans cette branche. Vous allez toujours aller vous ne vendrez pas vos collections. Donc, effectivement, le possesseur de marchandises, il se positionne sur un marché qui lui est pourtant indépendant, dans lequel il participe, mais dans lequel il est aussi indépendant. Et ils ne peuvent donc mettre en rapport leurs marchandises comme valeur qu'en les comparant et en les opposant toutes à une autre marchandise posée comme l'équivalent universel. Alors ça, on a déjà vu ce que c'était que l'équivalent universel. L'action sociale de toutes les autres marchandises exclut de l'ensemble une marchandise déterminée dans laquelle elle expose universellement leur valeur. C'est la monnaie. C'est la monnaie, et cette monnaie, elle a des particularités. Et plus la monnaie joue un rôle, plus cela reflète une intensification et une extension de l'échange. Il y a de plus en plus besoin de monnaie. Regardez au XVIe siècle. Ça commence d'ailleurs même avant, au VIIIe siècle, à Venise. Venise étant le redémarrage des activités commerciales qui s'étaient effondrées après la chute de l'Empire romain d'Occident. À Venise, on développe les échanges avec l'Orient, l'Orient étant Constantinople. C'est là que ça se joue. Et très vite, les Vénitiens mettent sur pied la monnaie d'or. C'est le ducat, je crois. Ils mettent le ducat tout de suite. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui va être la référence. Quand les marchandises arrivent sur le marché, les Vénitiens, au 8e siècle, ils font une marchandise qui est vachement importante, mais qui n'est pas très valorisante. Ils font du sel. C'est seulement plus tard qu'ils vont faire les fameuses marchandises, la soie, etc., qu'ils auront piqué aux Byzantins en passant. Ils vendent du sel. Et ce sel, vous imaginez, ils arrivent avec les bateaux à Constantinople pour que, dans l'échange immédiatement, dans la mesure où ce n'est pas encore des liens qui sont permanents, que le sel trouve la valeur d'échange des marchandises dont on a besoin, c'est-à-dire la soie, le poivre, etc., va se passer du temps, puis le sel, c'est des quantités telles qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, très vite, il y a une marchandise qui se distingue. Et cette marchandise, ça va être à partir de l'or. C'est-à-dire qu'on n'en est pas à la période avant l'invention du drachme et des talents par les Grecs. On est là dans une époque où il y a déjà une monnaie qui circule, c'est la monnaie byzantine. Mais les Vénitiens comprennent qu'ils ont besoin de leur propre monnaie. Et donc ils créent, je crois que c'est le ducat, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est un peu ça le phénomène justement qui est important avec la monnaie. Avec l'apparition des échanges, c'est ce qui est expliqué page 88-89,
l'affirmation du caractère marchandise des produits s'affirme. Au début, les objets ne sont marchandises que par l'échange. L'objet d'usage n'est alors valeur d'échange que par son caractère de non-valeur d'usage. Un quantum de valeur d'usage excédant les besoins immédiats de son possesseur. Ça, c'est facile, hein. Le type, il fait des chaussures, il garde les chaussures pour lui, et il en fait d'autres, et il les vend. C'est ça, hein, l'idée, ça dépasse pas. Les choses sont aliénables car extérieures à l'homme. Pour que cela soit réciproque, il faut que les hommes se fassent face comme les propriétaires privés de choses aliénables immédiatement et indépendamment les unes des autres. Cette étrangeté n'existe pas pour les membres d'une communauté naturelle. L'échange se fait aux marges de la communauté, à l'interface avec des communautés étrangères. Mais par là, les choses devenues marchandises à l'extérieur le deviennent à l'intérieur des communautés. L'échange devient un processus social régulier. Une partie au moins des produits du travail doit être produit pour l'échange. Dès lors, la scission entre l'utilité des choses pour le besoin immédiat et leur utilité pour l'échange se confirme. Le rapport quantitatif de leurs échanges devient dépendant de leur production. Donc on produit en fonction de ce qu'on pense que l'on va vendre, hein, et tous font comme ça. Et la valeur qui va exprimer ces marchandises, elle se détache de leur corps de marchandises et elle se fixe dans un équivalent général qui va être l'or et l'argent. L'accroissement du nombre et de la diversité des marchandises dans le processus d'échange nécessite une forme valeur indépendante de leur valeur d'usage ou du besoin individuel des échangistes. Dans tout trafic où des propriétaires de marchandises comparent et échangent leurs articles contre d'autres différents, des marchandises appartenant à divers propriétaires sont échangées contre une seule et même marchandise tierce et comparées à elle en tant que valeur, la transformant en forme d'équivalent universel ou social. Ce qui veut dire qu'à l'origine, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, à l'origine c'est bien le troc. On échange des valeurs contre des valeurs. Hein, on échange tout au moins des valeurs d'usage contre des valeurs d'usage sur la base de leurs valeurs. C'est d'ailleurs du temps de travail socialement nécessaire. Mais avec le développement de ces échanges, le fait qu'on ait des marchandises qui soient toutes différentes, dans la mesure où le producteur il produit une seule marchandise, pour satisfaire ses besoins sociaux, il a besoin qu'il y ait tout ce dont il a besoin sur le marché. Et donc, dans ce cadre-là, ça ne peut plus être le troc qui détermine, parce que le besoin qu'il va avoir en alcool, en œufs, en livres, en pantalons, en canne à pêche, etc., pour aller vite, ça ne correspondra pas en quantum de valeur immédiatement. Il y a donc besoin qu'une marchandise se libère du marché et que cette marchandise puisse être coupée en morceaux, parce que, et là, c'est là qu'on comprend que quand le marché arrive à un certain niveau de développement, ça ne peut plus être l'esclave qui soit la valeur de référence, ça ne peut plus être le bœuf, et encore moins la terre, parce que la terre, elle n'a pas de valeur en elle-même. Elle n'est pas mobile. Et puis elle n'a pas de valeur. Elle est là. Tant qu'elle n'est pas travaillée. Tant qu'elle n'est pas travaillée, elle n'a pas de valeur. C'est aussi surtout parce que je veux échanger, par exemple, mon livre contre un microphone, mais celui qui produit le microphone ne veut pas nécessairement de livre. En plus. Donc il faut une marchandise intermédiaire qui permette la circulation des marchandises. Il ne faut pas une marchandise intermédiaire. Enfin, oui, elle est intermédiaire sur le marché. Mais avant tout, c'est une marchandise qui doit exprimer la valeur de toutes les marchandises. Mais c'est une marchandise en même temps. Et qui puisse se découper, d'où le... Ça, on va y revenir. Oui, ça, on va y revenir après. Mais effectivement, il faut qu'elle puisse aller être en toute petite quantité, en grosse quantité, et puis en même temps que l'ensemble des petites quantités puissent se fondre en une seule, qui sera une plus grande, ou vice-versa. Donc, effectivement, il faut qu'elle ait des qualités particulières. Cette forme, au début, est éphémère, le temps de l'échange. Alors ça, donc, c'est pas encore l'or. Mais avec la stabilisation des échanges, elle accroche
à des espèces de marchandises particulières ou se cristallise en monnaie. Deux facteurs s'imposent. La forme monnaie se fixe soit sur les articles d'importation les plus importants, forme phénoménale naturelle de la valeur d'échange des produits indigènes, soit sur l'objet d'usage, élément principal des biens indigènes aliénables, le bétail. Mais souvent d'une façon abstraite. C'est clair, la paire de chaussures, elle vaut une tête de bœuf. Elle ne vaut pas le bœuf tout entier. Donc, en fait, ça ne se fait pas sur des marchandises de ce type. Ça se fait sur des marchandises qui sont achetées, je vais prendre une expression qui est un peu anachronique, mais en gros, contre cette référence qu'est le bétail. Voilà. Les peuples nomades sont les premiers à développer la forme monnaie, car leur avoir est sous forme mobile, immédiatement aliénable, et parce qu'en permanence ils sont mis en contact avec des communautés étrangères, ce qui sollicite l'échange de leurs produits. Les esclaves ont pu être le matériau originel, et la monnaie est par nature or et argent, mais pas le contraire. C'est-à-dire que l'or et l'argent ne sont pas par nature monnaie. Hein, c'est une réalité sociale. Qualité particulière. Tous les échantillons possèdent la même quantité uniforme. Matérialisation du travail humain abstrait et donc identique. C'est la qualité dont il s'agit. Elle doit pouvoir se différencier de façon purement quantitative. Elle doit être divisible à volonté et elle a la possibilité de recomposer en un tout des sous-unités. C'est ce que j'ai dit là tout à l'heure. La monnaie peut être remplacée dans ses fonctions par de simples signes, les billets, les chèques, les lettres de change, les cartes de paiement. Mais à chaque fois, ça renvoie quand même à une marchandise particulière qui est l'or. Alors, oui, tu vas parler de Bretton Woods, là, je te vois arriver. Bretton Woods, la fin de l'étalon noir. Voilà, je voyais les choses. On va revenir sur moyens de paiement, etc. Là, il s'agit de la période qui va jusqu'au 19e siècle, même milieu du 20e siècle. Mais effectivement, je crois qu'on ne peut pas ne pas commencer à réfléchir sur cette question. Alors, je ne vais pas donner de réflexion théorique, je vais donner des faits. Depuis 3 ans, le marché de l'or connaît un boom retentissant. Et il connaît un boom retentissant parce que les États-Unis, l'Allemagne fédérale, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, je crois la Chine aussi, achètent de l'or pour mettre dans leurs réserves. Car si l'or ne jouait plus ce rôle d'étalon, quelque part, même si c'est sous des formes nouvelles, je voudrais qu'on m'explique pourquoi le gouvernement des États-Unis s'emmerde avec la réserve fédérale. Pourquoi ça lui sert? Puisque l'or est censé ne plus jouer de rôle au niveau commercial. Pourquoi la Russie, alors que sa monnaie a des fortes tendances à s'effondrer, pourquoi la Russie continue d'être crédible au niveau du marché mondial? Et comment se fait-il que l'Allemagne fédérale, qui jusqu'à présent laissait sa réserve d'or dans les sous-sols de la Banque de France et de la réserve fédérale américaine, rapatrie en Allemagne ses réserves d'or? D'autre part, à partir de 1972, c'est les mesures Nixon, hein, l'or n'est plus du tout la référence du système monétaire mondial, dit-on. 71 ou 72, je ne sais plus. 71. Mais alors pourquoi les Américains n'ont jamais rendu l'or qui appartenait à la République socialiste de Tchécoslovaquie et à la République socialiste hongroise, à la République populaire hongroise, pardon. Or, vous savez comment c'est, hein, internationalement, il y a des règles. Quand un État a déposé son or de réserve dans une banque de réserve, comme les États-Unis, quel que soit le gouvernement qui suit, normalement, cet or appartient à l'État, il n'appartient pas au gouvernement. Or, en 1946, 47, 48, au moment de l'instauration des démocraties populaires, puis
des révolutions socialistes en Tchécoslovaquie en particulier. L'or des Tchèques d'avant-guerre, il est aux États-Unis. Et pourquoi ils ne lui rendent pas? Eh bien, ils refusent. Ils refusent pour les affaiblir économiquement. Les États-Unis. C'est des voleurs. Ah, là, c'est clair et net, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Et en fait, bon, nous savons aujourd'hui que ça a beaucoup pesé dans l'économie des démocraties populaires. Et l'or a été rendu en 1990-91, au moment des contre-révolutions. Donc, quelque part, on peut nous faire tous les discours qu'on veut, on s'aperçoit quand même que quelque part, l'or, ça existe. Le problème, c'est qu'il est utilisé, c'est un point de vue qui m'est personnel, je ne vous dis pas qu'il est purement scientifique, il faut approfondir cette question. L'or est utilisé pour permettre aux différents États de faire face à leurs achats à l'échelle internationale au cas où. C'est-à-dire s'il y avait, par exemple, un effondrement du dollar. Et à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis, si le dollar domine aujourd'hui au plan mondial, c'est quand même le pays qui a la plus grosse réserve d'or. Simplement, si les transactions revenaient à la période où elles s'effectuaient sur la base de la valeur de l'or, bah, le problème il est, c'est que les Américains perdraient leur place de première puissance commerciale à l'échelle mondiale. C'est, à mon avis, ça qui explique l'entourloupe de 1971. Parce que c'est comme pour les Tchèques et les Hongrois. En 1971, c'est une entourloupe. Brusquement, les Américains déclarent le dollar n'est plus convertible. Et 2 ans plus tard, il y a une crise pétrolière et qui recommence en 77-78. Oui. Et puis c'est une période en plus où ils sont surendettés, ça permet d'exporter l'inflation américaine. De l'accumulation de capital qui a été permise en fait justement après-guerre. Non, mais il y a aussi la guerre du Vietnam. C'est que ça va leur permettre de financer la guerre du Vietnam et du coup, y compris de financer de compenser leur manque d'accumulation lié aux frais de guerre. Il peut se produire qu'un gouvernement vende de l'or. Le gouvernement russe, je crois, l'a fait récemment. C'est ce qui lui permet de payer une partie de ses dettes à l'échelle internationale. Mais vous avez remarqué, si vous avez au moins arrivé jusque-là, que dans la partie sur la monnaie, Marx explique que c'est comme monnaie mondiale que l'or joue son rôle vraiment. La peur des Américains, c'est que si l'or en devienne convertible, les échanges se fassent en or. Si le dollar redevient convertible, les échanges se fassent en or. Donc, peut-être que la question, elle est là. Effectivement, je ne sais plus quel État, c'est Kadhafi qui avait dit qu'il retournait à l'or. Il n'a pas fait long feu. Donc, je pense que c'est lié, ça, à la position dominante des États. Mais quand même, regardez, c'est même étonnant. On a l'euro maintenant. Or, l'euro, il repose pour une grande part, sur la quantité d'or que possèdent les pays qui font partie de la zone euro. Et l'Allemagne fédérale achète de l'or. Je crois qu'elle en a acheté 250 kilos pour l'année. Au plan mondial, il y a un marché de l'or, donc elle a acheté sur le marché de l'or 250 kilos d'or. Il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que ils ont acheté de l'or alors qu'ils n'ont pas de monnaie. La monnaie est commune, donc c'est pas eux en marier. Et parce qu'ils veulent reconstituer leur stock. Mais une partie de leur stock est toujours déposée en France et aux États-Unis. Simplement, ils rapatrient une partie. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec le fait que les États-Unis et l'Allemagne sont en pleine contradiction au niveau des pays. Qui achète de l'or? Les Allemands. Ils achètent de l'or et ils rapatrient leur or. Alors, ils en achètent et ils le rapatrient. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pas le fait tant qu'ils en achètent, c'est qu'ils le rapatrient. C'est-à-dire que l'or jusqu'ici, qui était aux États-Unis, l'Allemagne décide de le ramener chez elle. Idem pour une partie de l'or français. Parce que, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qui est dit actuellement par les différents économistes.
Et aujourd'hui, le fait qu'on ait ce phénomène semble indiquer que l'avenir de l'euro n'est pas assuré. Bah, c'est une banalité quand je dis ça, hein. Tout le monde le dit aujourd'hui. Mais si vous voulez, il y aurait des démarches qui visent à se préparer à un effondrement de l'euro qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Puisque grosso modo, la quantité d'or qui va rester en Allemagne, thésaurisation là, hein, on est bien d'accord, la thésaurisation qui est faite en Allemagne, bah, prépare un moment possible où l'Allemagne retrouve sa monnaie. Elle retrouve sa monnaie et elle part toute seule. Et les Français, sur cette question, ils sont extrêmement, prudents sur la gestion de leur stock d'or. Donc, l'or ne joue plus le même rôle, au sens où, ici je dis le même rôle, au sens où, aujourd'hui, vous allez à la Banque de France, vous dites, je voudrais 10 € d'or, le mec il vous regarde, il se marre. Mais je vous signale quand même que jusqu'en 1914, vous allez à la banque, vous avez un billet de 100 francs, vous dites je voudrais l'équivalent en or, on vous donne 5 pièces de 20 francs. Ça c'est fini, mais c'est fini depuis 1945 en fait. Donc voilà, moi ce que je vous dis là, sont des éléments à réfléchir parce que l'or continue d'être une marchandise de référence. Pour ne pas dire la marchandise de référence. Si on voit bien la manière dont il est difficile d'extraire l'or, il y a deux choses. La première, c'est que l'or est donné. C'est dans la nature. Donc il n'y a pas de temps de travail socialement nécessaire pour avoir produit cette marchandise, cette matière qu'on appelle l'or. Donc ce qui va être immédiatement la valeur de l'or, c'est le temps de travail socialement nécessaire. Et ce temps de travail socialement nécessaire, il est extrêmement élevé. De plus en plus, pas automatiquement, mais il est de toute façon très élevé. Non, il y a des moments où il a été relativement bas, il y a des moments où il est très haut. Je vais prendre sur ce que je connais, sur la période 1840-1848, ça va pas bien. L'or, il n'y en a plus, il y a une quantité de travail. Donc la valeur de l'or monte. Et puis en 1848, c'est la découverte de l'or en Californie, la fameuse ruée vers l'or. Et là, brusquement, la valeur de l'or s'affaisse, ce qui permet d'avoir une plus grande circulation et donc qui va permettre de faire la mutation capitaliste de l'économie européenne. Sous les tsars, on a extrait énormément de l'or dans l'ex-URSS. Qui est-ce qui récupérait l'or? Il y avait 15 000 personnes qui travaillaient là. C'était les Anglais et les Américains. Oui, mais les Russes aussi. Pas beaucoup. Oui, parce qu'il y avait corruption, etc. Mais la Russie était déjà... Quand Staline est arrivé, il a eu beaucoup de mal à récupérer son or. Hein. Ah bah non, mais... Ça n'a pas duré, non, mais parce que ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait des marchés qui avaient été réalisés. Et puis à l'époque de la NEP, il a fallu faire des concessions, etc. Donc tout ça, ça peut expliquer. Mais l'Union soviétique a toujours été extrêmement attentive à ses réserves d'or, y compris quand ça posait des problèmes politiques, par exemple avec l'Afrique du Sud. On disait boycott de l'Afrique du Sud, etc. Mais le problème, c'est que c'était l'Afrique du Sud qui était le plus gros producteur d'or. Et donc il n'était pas question de laisser à l'Afrique du Sud le marché de l'or au niveau international. Et donc il y avait effectivement des relations contre nature, mais qui étaient nécessaires pour que l'Union soviétique puisse faire face à ses besoins. C'est avec l'or que le phénomène qu'on a vu la dernière fois de fétichisation de la marchandise atteint son sommet. Parce que le fait de posséder de l'or vous donne la puissance, la reconnaissance sociale. D'autant plus que le temps de travail socialement nécessaire est élevé. Donc c'est une reconnaissance sociale. On possède ce qui a le plus de valeur. Et, rappelez-vous, l'avare de Molière. Pour lui, l'or, la cassette, c'est le truc, l'or
c'est le symbole de sa puissance. Avec, ça c'est le problème qu'on reverra avec la thésaurisation, avec ce phénomène, que ce fétichisme de l'or comme marchandise qui donne le prestige, qui donne une certaine forme de richesse, peut se révéler être un signe de misère. Un signe de misère. L'avare, il vit avec des vêtements en guenilles, il n'achète pas de choses comme ça, il n'achète pas de meubles, il emmerde tout le monde parce qu'il ne veut pas dépenser, il ne mange pas, etc. etc. C'est l'exemple aussi dans la culture américaine, notamment dans les films, dans les musiques, le style aussi de vie, c'est la figure du gangster. Celui qui porte des chaînes en or, des dents en or, avec des bagnoles, avec des ornements en or, mais finalement vit dans la misère, il consomme de la drogue, il fait partie du lumpen prolétariat, justement, qui est surexploité par la société. Ouais. C'est-à-dire que lui, il peut en plus se permettre, d'avoir les deux. Mais c'est vrai qu'il n'appartient pas à la bourgeoisie. Il est toujours à l'écart. Sauf au moment où la bourgeoisie a besoin de capitaux et où elle fait appel à la pègre. C'est le phénomène de Lansky aux États-Unis, qui a été le trésorier de la mafia, qui est mort dans son lit en 1973. C'était lui qui avait géré toutes les affaires de la mafia depuis 1920. Il n'est pas mort. La différence avec les autres, ceux dont tu parles, ceux qui avaient l'ordre, etc., là, c'est que les autres, ils ont été liquidés par la police. Parce qu'à un moment donné, leur manière de s'enrichir pose problème pour le capital. Il faut savoir se tenir aussi. C'est comme Al Capone qui a été... bien sûr, c'est à lui que je pensais. Il a été arrêté par le fisc. Oui, mais il est arrêté par le fisc, mais c'est parce que sa conduite pose problème. On ne peut pas tolérer qu'un individu, quel qu'il soit, reçoive la presse en pyjama et convoque le maire de Chicago. Parce qu'au pénal, ils n'avaient pas grand-chose, pour la criminalité, ils n'avaient pas grand-chose contre lui. Ils n'avaient rien contre lui. C'est au niveau fiscal, effectivement, ils l'ont chopé comme ça. Mais ils l'ont chopé parce que sa conduite faisait que ça attirait l'attention. Et alors le capital américain, plus que les autres oligarchies financières, a cette caractéristique, c'est qu'il vit dans l'ombre. Tout ce qui est scandaleux doit être caché. Et il ne pardonne pas à celui qui sort. Alors, les gangsters d'autant plus, parce qu'on demande qu'on s'en sert comme homme de main. On s'en sert pas... on les reçoit quand on ne peut pas faire autrement, mais on ne veut pas qu'ils se mettent en avant. Et ce qu'il fait tomber, c'est effectivement qu'il met à nu, quelque part, le régime capitaliste, par sa conduite. J'ai de l'or, je fais ce que je veux. Ben non. Non. J'ai de l'or, je le transforme en capital, et je fais en sorte de protéger le système de tout ce qui est vicié par la course au profit maximum, de manière à ce que le système capitaliste ne soit pas mis en cause, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc, du coup, on donne alors, toujours le fétichisme, une propriété sociale naturelle. Si je trouve de l'or, je serai riche. Dixit les types qui vont dans la ruée vers l'or. Hein. Si je trouve de l'or, je serai riche. Mais en même temps, y a une différence entre posséder de l'or et... alors, Marx, après, il va expliquer. Hein, il dit, y a, je crois, une différence entre être riche et... je ne sais plus quelle est l'expression qu'il emploie, on verra ça la prochaine fois, mais qui montre bien qu'effectivement, la possession de l'or, ce n'est pas la véritable richesse. La véritable richesse, c'est quand on utilise cet or pour faire autre chose que de le garder. Quoi. Mais spontanément, d'ailleurs, je pense que tous, vous avez plus ou moins connu ça, même ceux qui viennent des pays socialistes, surtout dans les républiques caucasiennes, avoir des dents en or, c'est toujours le cas. Ah, bien entendu. La culture orientale en général, c'est un peu... Là, il t'a botté en touche en disant les cultures orientales, j'avais fait. Les républiques caucasiennes, c'est plus la culture orientale, donc... oui. Effectivement, l'or, c'est ça, c'est l'indicateur de richesse. L'indicateur de richesse. Et c'est pas un hasard si dans les masses populaires,
avec la Révolution d'octobre, bah, on est voulu porter des dents en or. Parce que c'était la preuve qu'on n'était plus des chaînes, ouais, qu'on n'était plus des serfs. Alors, une fois le socialisme renversé, c'était horrible. Parce que là, tout ce qui était sous-jacent a explosé, etc. Alors là, les chaînes, les montres, les bracelets, etc., etc. Mais je pense que ça, c'est, si vous voulez, c'est des phénomènes culturels qui sont liés justement au rôle, à ce rôle que joue l'or. Mais je crois que c'est un truc aussi qui est dans la caractéristique de l'or, c'est que vous avez des dents en or. Mais au moment de votre mort, vous arrachez des dents en or, la personne qui est votre héritier hérite de ça. Les nazis l'ont fait au niveau de l'extermination des populations européennes pendant la guerre. Rattraper. Parce que la caractéristique aussi de l'or, c'est que sauf si vous la mettez en contact avec le mercure, ça ne bouge pas. Vous retirez votre or 300 ans après, il a la même valeur que... Enfin, la même valeur. Il a la même apparence, il a les mêmes qualités qu'il avait. Et il n'a pas la même valeur. Parce que la valeur qui va être celle des pièces d'or qui vont être trouvées, c'est soit une valeur de marchandise collection, donc ça va être la valeur du marché par rapport à l'objet d'art que cela constitue, ou bien ça va être la valeur de l'or au poids d'aujourd'hui. Parce que, mais ça c'est une caractéristique que l'on verra, la valeur d'une marchandise, c'est la valeur du temps de travail socialement nécessaire au moment où cette marchandise est mise sur le marché, pas quand elle est fabriquée. Ce qui explique qu'il y a des décalages entre les uns et les autres. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et que la prochaine fois, on s'attelle à cette partie difficile et qui fait que c'est le chapitre 3, la monnaie ou la circulation des marchandises.